Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler freelance et on va aussi parler spatial. Je suis freelance et aujourd'hui, je ne fais plus de missions au forfait, c'est décidé, c'est terminé. Je ne fais que des missions au temps passé et je vais vous expliquer pour ça pourquoi. Mais pour ça, on va d'abord voir du développement spatial, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça se fait que c'est aussi sûr de bien fonctionner, pourquoi est-ce que c'est de la si haute qualité. J'ai eu la chance de faire du développement dans l'industrie spatiale, donc j'espère être un peu pertinent pour en discuter. Mais je vais m'appuyer là-dessus. En fait, il y a une vidéo il n'y a pas longtemps qui m'a beaucoup inspiré, en fait, sur laquelle je vais me baser, qui est la vidéo de V2F ou V2F, c'est un youtubeur que je ne connaissais pas mais qui fait du développement logiciel et qui explique pourquoi la NASA code sans bug. En fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bug dans les logiciels de manière générale, dans les logiciels contraints, dans les logiciels embarqués avec des contraintes fortes. Donc, comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait ça? Il nous l'explique en deux temps. Et je vais commencer par le deuxième temps. C'est les questions, ce sont les règles de codage. Donc en fait, il explique que quand on code dans ces industries-là, on va coder avec des règles de codage qui sont strictes et qui sont importantes et qui sont des fois un petit peu étonnantes. Donc ça, c'est les 10 règles qu'il cite. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Moi, je citerai le MISRA, par exemple, qui sont des règles qui sont facilement accessibles, même s'il faut payer, qui sont très utilisées dans l'industrie automobile et qui reprennent à peu près tous ces points aussi. Alors pas tous non plus, hein, mais voilà, il y a des règles un petit peu étonnantes dedans. Par exemple, le pas de pointeur, ça c'est quelque chose qui est assez gênant parce qu'en fait, ça fait qu'on utilise beaucoup plus de mémoire. On est obligé de faire des copies d'éléments un peu partout, mais qui aident pour les tests. Donc pourquoi pas. Mais après, tout le reste, ça se comprend assez facilement. Euh, Sa vidéo, elle est bien, mais elle n'est pas non plus parfaitement. Ça se voit ça se voit que c'est un codeur qui comprend ce qu'il dit, mais c'est pas non plus très exhaustif parce qu'il a pas travaillé dans le milieu. Quand on parle par exemple de la taille maximum des fonctions en nombre de lignes, c'est aussi en nombre de colonnes. Il faut que le code ne soit pas trop large parce que ça veut dire qu'on fait trop d'opérations en même temps. Il faut qu'il soit pas trop large parce que sinon on peut pas le voir dans l'ensemble de l'écran. Et il ne faut pas qu'il soit trop large non plus parce que les compilateurs peuvent avoir des tailles de lignes limitées en largeur. C'est moins le cas aujourd'hui, mais sur certains compilateurs qui peuvent être toujours utilisés aujourd'hui, ça peut être limité. Donc voilà, il faut faire attention à peu près à plein de choses. Ça, ce sont des règles de codage. Et peu importe ce que vous codez, vous pouvez de toute façon appliquer ces règles-là. Ça permet d'éviter de coder n'importe comment et de faire des choses qui pourraient ne pas fonctionner. Mais faire ça, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ces règles, elles sont très contraignantes, mais elles s'appliquent. Il n'y a pas de souci. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a aussi des compilateurs qui vérifient l'usage de ces règles-là. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que ça permet d'être sûr qu'on respecte bien ces règles. Mais les règles de codage, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi des règles de développement, euh, ou plutôt des normes de développement. Ces normes de développement, il en existe plusieurs. Je vais citer notamment, il y a la 62304 qui est la norme pour faire du médical, pour faire des devices médicaux, notamment des appareils médicaux qui sont invasifs, c'est-à-dire des choses où vous mettez dans le corps et qui risquent principalement de vous tuer assez facilement. Et aussi donc de la DO 178 maintenant C, qui est une norme aéronautique pour les équipements aéronautiques. Donc ça, ce sont des normes que vous pouvez acheter. N'importe qui peut les acheter. Ça coûte assez cher. Il n'y a pas énormément de pages dedans. Donc ça coûte assez cher à la page. Mais elles vous décrivent comment bien coder. Et ces normes-là, elles incluent pour toutes les normes pour du logiciel critique vont inclure le fait qu'il faut faire des tests. Alors, les tests, oui, on va revenir là-dessus. Les tests, qu'est-ce que c'est? C'est notamment les tests unitaires, ça va tester le code dans toute son intégralité. Le but, c'est de faire un maximum de tests, mais des tests de manière structurée. Euh, Ce qu'il faut, ça va être de tester le code. Alors, on a à chaque fois, le code il est souvent divisé en fonctions,
Et chacune de ces fonctions doit être testée individuellement dans toutes les manières de l'utiliser. Alors on va valider que la fonction appelle bien toutes les fonctions qui sont nécessaires. Donc là, par exemple, c'est très utile pour les fonctions d'initialisation. Une fonction d'initialisation appelle souvent plein de fonctions d'initialisation de sous-systèmes. Donc, c'est important de vérifier que notre fonction appelle bien toutes les fonctions requises. On vérifie que les valeurs de sortie sont bien les valeurs prévues par rapport aux valeurs d'entrée. Donc, on essaie de regarder un peu les cas limites, les cas usuels, les cas qui posent souci. Et ça correspond aussi souvent aux cas qui posent souci. Il faut vérifier aussi, faire un test de couverture, c'est-à-dire vérifier aussi que on connaît des tests qui passent bien dans toutes les conditions possibles de la fonction pour vérifier que, quelles que soient les conditions, tout fonctionne correctement. Donc voilà, ça ce sont les spécifications, ce sont les tests unitaires. Alors les tests unitaires, il faut vraiment voir ça comme des tranches de fromage. On a la théorie des tranches de fromage qui dit que il y a autant de chances qu'un avion se crache que de réussir à faire une ligne droite entre n couches de fromage. Il faut bien imaginer que chaque couche de fromage qui contient des trous, les trous ce sont des bugs. En fait, l'idée c'est que il ne faut pas qu'il y ait des bugs qui soient alignés. S'il y a un bug quelque part, il faut qu'il soit rattrapé ailleurs et qu'il n'y ait pas de souci. Et bien c'est exactement ça qui se passe avec le codage des tests unitaires. C'est un système à tranche de fromage à deux niveaux. On a le code. Le code, c'est une tranche de fromage. Et on a les tests. C'est l'autre tranche de fromage. Chacune, on voit, ils ont des trous, ce sont des bugs. L'idée, c'est que quand on les met l'une au-dessus de l'autre, on a quelque chose d'étanche, c'est-à-dire que les tests couvrent les bugs du code et le code couvre les tests, couvre les bugs du test. Les deux peuvent être buggés, c'est-à-dire que quand on écrit nos tests, on peut avoir fait des erreurs en écrivant nos tests, on peut aussi avoir fait des erreurs en écrivant notre code. Idéalement, il faut que l'un résolve les problèmes de l'autre. Alors, ça ne va pas les résoudre, c'est juste que ça va les mettre en évidence, et après, il faut réfléchir à qui a raison, est-ce que c'est le test ou est-ce que c'est le code qui est juste. Ce développement entre test et code, il peut vraiment être fait généralement de manière indépendante. Alors après, ça ne veut pas dire que une fois qu'on a écrit les deux, c'est terminé. Quand on les assemble, il y a encore du boulot. Mais on peut commencer à écrire les tests et écrire le code de manière séparée. Et justement, ça c'est quelque chose d'important. Quand on fait du spatial, il faut séparer la personne qui fait le test de la personne qui fait le code. Pourquoi? Parce que si c'est la même personne qui fait le code et la même personne qui fait le test, à ce moment-là, si le programmeur n'a pas compris ce qu'il devait faire, eh ben, ça veut dire qu'il peut avoir un bug, et le bug peut être répercuté il peut être le même entre le code et le test, et à ce moment-là, les bugs se mettent les uns au-dessus des autres, et là-dessus, en fait, on ne voit pas les bugs, et on peut laisser passer des bugs. Alors, comment est-ce que ça se fait que deux personnes puissent faire le même travail de manière simultanée voilà. Et bien, pour ça, on va parler du cycle en V. Alors, qu'est-ce que c'est que le cycle en V? Ça, c'est la méthode de développement dans le logiciel critique. En fait, de système critique dans sa globalité, hein, c'est pas que des questions de code. Quand on fait des objets matériels, c'est rare qu'on soit juste à coder. Il y a aussi des considérations beaucoup plus globales, mécaniques ou autres. Et donc, quand on fait du développement en V, eh ben, c'est simple. Le principe du cycle en V, c'est on fait d'abord le développement et on se fait ensuite les tests. On sépare les deux et on va d'abord du développement du plus grossier au plus détaillé et après on fait les tests du plus détaillé au plus grossier, de telle sorte que au démarrage, avant le développement, on a juste un cahier des charges. Pour une fusée, pour un lanceur par exemple, j'ai jamais travaillé sur des lanceurs, donc c'est bien, je ne veux pas trahir de secret, mais j'imagine que pour envoyer un lanceur, le cahier des charges, c'est tout bête, c'est on a de la charge utile, on a des machins sur Terre, et on veut les envoyer là-haut dans l'espace. Comment est-ce qu'on fait? Eh ben, débrouillez-vous. Le cahier des charges, il est tout simple, envoyer ce qui est sur Terre à là-haut. Pour le développement, on va essayer de
séparer tout ça en différentes tâches et on va essayer de spécifier tout ça de manière plus précise. Et donc en fait, on commence par le plus large, on parle du projet, on veut envoyer quelqu'un dans l'espace, et on va faire plein de sous-projets. Pour ça, il nous faut des étages de lanceurs, pour ça, il nous faut des thrusters, je ne sais plus comment ça se dit en français, des réacteurs. Pour ça, il faut des capteurs, pour ça, il faut du logiciel, il faut plein de choses différentes. Tout ça, ça va être des sous-projets. Chaque sous-partie va être indépendante. L'idée, c'est de réussir à séparer ça de manière indépendante, jusqu'à ce qu'on arrive au bout du bout de la description de tout l'ensemble. Donc ça, c'est les spécifications. Et depuis les spécifications, on peut écrire le code, le développement. Une fois qu'on a écrit le code, on a un produit qui est théoriquement fonctionnel. Mais est-ce qu'on en est sûr qu'il est fonctionnel? Pour savoir ça, eh bien, il faut faire les tests unitaires. Les tests unitaires, on l'a vu, on teste chaque micro-partie du développement séparément. Après quoi, on fait les tests de validation. Les tests de validation, c'est pour tester chaque sous-projet individuellement. Et après, on a les tests d'intégration. Les tests d'intégration, c'est pour assembler, c'est pour vérifier que tous les sous-projets ensemble fonctionnent bien. Au final, si tout ensemble fonctionne bien, normalement, on a une fusée qui fonctionne et qui ira dans l'espace. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui nous permet de faire du code qui a zéro bug. C'est pas juste des règles de codage, c'est pas juste des tests unitaires, c'est toute cette méthodologie-là qui nous permet de le faire. C'est une méthodologie qui est très lourde. On en a vu, il y a des gens pour faire le développement, des gens pour faire le test. Souvent, c'est les mêmes, mais c'est pas la même personne qui fait les deux en même temps. Les tests de validation, c'est d'autres personnes qui les font. Il y a ceux qui font les spécifications du projet, qui sont aussi liés à des personnes qui vont faire de la simulation pour vérifier que les spécifications sont correctes. On les valide via de la simulation. Et ainsi de suite. Si on a un problème à un moment du cycle, à un moment, généralement on voit ça au niveau des tests, et ben si un test de validation plante, soit c'est parce qu'il a mal été codé, auquel cas on corrige le test de validation, c'est le cas le plus optimiste, soit c'est parce qu'il y a un problème dans la spécification du projet, auquel cas il faut revenir au sous-projet pour le redéfinir mieux, pour refaire le développement derrière, refaire les tests unitaires et refaire à nouveau les tests de validation, jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc en fait, on a des boucles qui sont assez lourdes de développement. Et là encore, c'est vraiment qu'à la fin, une fois qu'on a tout testé, qu'on a notre produit final fonctionnel. Et ça, c'est bien quand on est une grosse entreprise qui sait où elle va, qui a beaucoup de personnel, beaucoup d'équipes différentes. Mais la majorité des entreprises, c'est pas le cas. La majorité des entreprises, ce sont des petites et moyennes entreprises, hein, ça peut aller jusqu'à 100 personnes, mais même à 100 personnes, généralement, les gens font plusieurs tâches, font plusieurs choses sur le projet, et on essaie d'avancer de manière la plus efficace possible. C'est pour ça qu'on a créé l'agilité, les méthodes agiles. Alors, juste aussi au passage, quand on fait un projet, là on a parlé du spatial, mais si on utilise cette méthode-là, par exemple, pour faire un grille-pain connecté, et ben, ce que veut le dirigeant, ce que veut le fondateur plutôt, c'est de faire uniquement du développement, parce que c'est ce qui est le plus utile selon lui, et le test final. Globalement, on fabrique le grille-pain et on vérifie que le grille-pain fonctionne. Quand on fait ça, c'est bien, mais on oublie plein d'étapes. On oublie potentiellement de bien spécifier le grille-pain. Là encore, bon, on a le cahier des charges, hein, il faut griller le pain, il faut que ce soit connecté à un téléphone pour telle et telle fonctionnalité. Mais on risque d'oublier des choses, et réciproquement, quand on teste le grille-pain, on le teste au final, on fait une validation finale, mais on ne teste pas individuellement chaque sous-partie. Ce que je dis, c'est faux. Hein. Il y a des entreprises qui font beaucoup plus de tests que ces deux tests-là. Mais ça, c'est les tests qui semblent, les tests, ce sont les étapes qui semblent les plus utiles. C'est les étapes finales de développement et les étapes finales de test. Quand on fait des petits projets, à la limite, on peut quasiment s'en contenter. Quand on fait des projets complexes,
c'est beaucoup plus compliqué. Euh, Sinon, quand on fait sous-traiter un freelance ou un bureau d'études, c'est pareil. On va lui donner un sous-projet. Ce sous-projet, eh ben, le freelance, il va faire sa partie uniquement, donc sa partie de développement et sa partie de validation. Et ce qu'il va faire ces tests unitaires, c'est une très bonne question. Dans la majorité des cas, non. Pourquoi? Parce que les tests unitaires, c'est très long à faire, c'est très coûteux, ça prend beaucoup de temps. C'est pas très intéressant à faire, mais ça peut être utile quand même. Donc au final, sauf quand on est sur des normes particulières, c'est assez rare qu'on fasse des tests unitaires. Et, euh, et donc ça peut être assez problématique. Ce qui fait que quand on fait appel à un sous-traitant pour faire une sous-partie du grille-pain, euh, sauf si on a vraiment spécifié d'utiliser telle ou telle norme, de faire telle ou telle validation, euh, tout le code ne sera pas forcément testé, tout l'ensemble ne sera pas forcément. Il peut rester des bugs. Moi, je vous parle de produits pour un grand public, pas des produits critiques. Voilà. Quand on veut faire son développement, en fait, en... aujourd'hui, les entreprises, donc, comme je disais, elles ont des équipes qui sont pseudo-réduites et qui vont devoir faire pas mal de choses en parallèle, pas mal de choses. Et pour ça, en fait, on a aussi une autre vision, c'est que Euh, si on n'a pas nos spécifications qui sont précises dès le départ, on ne sait pas là où on va. Et là-dessus, en fait, on peut un peu s'aiguiller au doigt mouillé. On essaie de savoir à peu près là, tout le temps là où on veut aller pour s'approcher du meilleur produit. Mais ça, c'est un produit qui ne va pas forcément ressembler au produit qu'on souhaitait à la base. Quand on fait une fusée, on sait exactement ce à quoi on veut qu'elle ressemble du début à la fin. On sait à quoi s'attendre. Quand on fait un grille-pain, peut-être qu'on va vouloir ajouter une fonctionnalité de grillage personnalisé pour faire des dessins de grillage. Peut-être qu'on va vouloir faire des fonctionnalités de bruit, de musique. Peut-être qu'on va vouloir. Je sais pas tout ce qu'on peut rajouter sur un grille-pain connecté, mais ça me donne des idées. Ce projet amusant, me semble amusant. Mais voilà, il y a plein de choses à faire. Mais là encore, on a ce qui s'appelle la méthode agile. La méthode agile, c'est que plutôt que d'avoir un gros bloc hyper lourd de cycle en V, où à chaque fois qu'il y a des problèmes, il faut revenir, c'est très long et très compliqué, et dès qu'on veut changer la spécification, il faut tout changer derrière, et ben en méthode agile, c'est beaucoup plus simple. La méthode agile, le principe, c'est de dire, bah voilà, on a le temps. Et dans ce temps-là, dans le temps qui nous a imparti, on peut faire des développements. On fait plein de développements qui sont séparés les uns des autres au fur et à mesure. On rajoute des tests de temps à autre, on rajoute des tests, on vérifie que tout fonctionne à peu près bien, et on se met des étapes. Alors, des étapes, il y a des petites étapes et des grandes étapes. En méthode agile, il y a notamment, alors je sais pas, je suis pas spécialiste en méthode agile, mais globalement, on parle souvent de sprint. Donc sprint, c'est de 1 à quelques semaines. On a des plus grosses itérations qui peuvent être tous les quelques semaines ou quelques mois, quelques années peut-être, je ne sais pas. Euh, mais voilà, on a différentes étapes dans le projet, et l'idée c'est que à chaque début d'étape, on définisse ce qu'on va faire dans cette étape-là, et à chaque fin d'étape, on va regarder ce qui a été fait, l'évaluer, voir est-ce que c'était bien ou pas, est-ce qu'il y a des choses à améliorer dessus, est-ce qu'on a fait des erreurs, on, qu'est-ce qu'on a fait de bien et qu'il faut continuer à faire, ce genre de choses. Et, euh, et on a aussi une réflexion, ce qui est, maintenant qu'on en est à cette étape-là, quels sont les objectifs pour l'étape suivante? Ces objectifs, voilà, ça peut être des objectifs de codage, de test, ça peut être de mise à jour, enfin, bref, on peut imaginer plein de choses différentes. Mais voilà, on a toutes ces choses-là, et c'est cet ordre beaucoup plus horizontal, en fait, qu'on voit du développement. Ça permet à ce que si dans un sprint on se plante complètement, on puisse revenir au sprint précédent et puis on puisse reprendre, ne garder que ce qui nous intéresse et continuer la vie comme il faut. On n'a pas cette histoire de revenir au début du projet comme en cycle en V quand il y a quelque chose qui change.
Donc voilà, ça, quand on bosse pour des PME, bah, généralement, les PME travaillent un peu sur cette philosophie-là, de manière plus ou moins stricte. Euh, mais on a cette vision-là. C'est une vision qui est assez efficace. Elle est assez efficace parce que finalement, on développe que ce qu'on a vraiment envie de développer. Et, et voilà, on se prend pas la tête dès le départ sur des problèmes qui n'existent pas encore. Euh, donc on n'a pas une vision complète du projet dès le départ, on a une grande ligne directrice et on a des petites lignes directrices qu'on met à jour au fur et à mesure. Voilà. Et donc c'est pour ça que maintenant j'aimerais en parler un petit peu comment ça s'appelle, de projets et notamment de facturation et notamment de facturation au forfait. Généralement, quand on fait appel à un freelance ou un bureau d'études, on essaie d'avoir un devis au forfait. Le forfait, ça veut dire, ben voilà, on a notre cahier des charges, il faut que le prestataire fasse le nécessaire pour, pour répondre aux besoins du prestataire. C'est très bien, mais en fait, ça peut inclure d'utiliser certaines normes, ça peut inclure le fait de faire des tests unitaires exhaustifs, mais ça rajoute un coût dessus, c'est sûr. Mais en fait, bah, de toute façon, déjà, bah, c'est des devis qui sont forcément faits un peu au doigt mouillé. Ils sont faits au doigt mouillé parce que on estime que telle sous-partie doit prendre autant de temps, peut être faite par telle personne, elle sera rapide, elle sera pas rapide. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres qui fait que au doigt mouillé, ça doit aller prendre un mois. Allez, je propose un mois et demi de facturation, je propose de facturer autant de temps, mais on ne dit pas au client combien de temps ça va prendre, on va juste lui dire, bah, moi, ça vous propose telle somme. C'est bien. La majorité des entreprises, des clients sont contents d'avoir ça parce qu'ils ont un problème et ils ont une solution pour un prix donné. Moi, c'est quelque chose qui m'ennuie parce qu'en fait, comme on l'a vu, pour faire un projet qui soit beau, qui soit propre, qui soit bien fait, eh ben, il faut faire du cycle en V. Il faut faire des spécifications précises, développer et ensuite vérifier chaque morceau de code et vérifier chaque sous-projet, chaque sous-partie que ça fonctionne bien dans son ensemble. Bon, c'est bien. C'est bien, mais en vrai, quand on est au forfait, vu que ça coûte aussi cher de faire les tests que de ne pas les faire, généralement, les tests ne sont pas faits ou sont faits rapidement, ne sont pas faits de manière exhaustive. À la fois, les clients sont aussi contents d'essayer de négocier le prix pour l'avoir au moins cher. Moins cher peut-être, mais qualité moindre aussi. Donc c'est un petit peu compliqué. Et au final, j'ai fait un petit peu une liste de tous les problèmes qu'il y a, de tous les avantages et les problèmes qu'il y a au forfait, et on va essayer de voir ça ensemble. Aujourd'hui, je ne veux plus travailler au forfait. Le forfait, c'est génial parce que, hop là, ça offre au client de la visibilité. Il est content de se dire, ah ben, pour ce projet-là, ça va me coûter autant et pas plus. Donc super, c'est bien la visibilité, je ne le nie pas. Et c'est vraiment un gros avantage. Mais face à ça, on a quelques inconvénients. On a la qualité. Comme on paye pour un produit, quelle que soit la qualité du produit, on ne garantit pas la bonne qualité de ce produit. Dans cette qualité-là, on va parler de l'architecture. Est-ce qu'on va respecter l'architecture globale du produit ou pas? Pas forcément, parce que si c'est plus rapide de ne pas respecter, au final, le produit de la mission, elle est faite. Donc, à quoi bon? Et réciproquement, s'adapter à l'architecture du client, c'est un truc que j'essaie de faire à chaque fois, mais si on s'adapte à l'architecture du client, ça prend du temps aussi de la comprendre, de comprendre sa philosophie et de faire ça correctement. Donc, qualité, voilà. On a la question de la maintenance aussi, c'est-à-dire que pour pouvoir maintenir ce code à l'avenir, si on ne respecte pas l'architecture globale, on va avoir du code qui sera beaucoup plus difficilement lisible. En cas de bug, en cas de problème ou en cas de mise à jour nécessaire, ce sera beaucoup plus difficile d'aller modifier dans du code qui a été fait au forfait parce qu'il aura été fait rapidement et au plus simple pour celui qui code. On a des problèmes d'intégration. Ça, c'est un autre souci, c'est-à-dire qu'en fait, le projet il est dans son ensemble fonctionnel, mais il faut l'intégrer
chez le client, il faut que le client arrive à l'intégrer. Et ça, cette question de l'intégration, c'est à qui de la faire? C'est une bonne question. Et en fait, tout ça, ça pose d'autres problèmes et ça pose notamment la question du travail en équipe. Est-ce qu'on travaille avec le client en équipe ou est-ce qu'on travaille de manière opposée au client? Quand on est au forfait, on est opposé au client. On a une distinction nette entre le travail qui est noté dans le cahier des charges et ce qui n'est pas noté dans le cahier des charges. Ce qui est dans le cahier des charges, c'est au prestataire de le faire. Ce qui n'est pas noté dans le cahier des charges, c'est au client. Et donc, intégrer votre travail dans le produit client, intégrer le travail du prestataire dans le produit client. C'est à qui de le faire et comment, quoi qu'est-ce? Eh ben, c'est compliqué. Quand on travaille au forfait, en équipe, c'est extrêmement compliqué de travailler en équipe parce que si on travaille au forfait, c'est simple, le moins on en fait, le mieux on se porte. Au forfait, on n'est pas payé au temps passé, on est payé à ce que le cahier des charges il soit juste. Et ça, bah, s'il y a une tâche à faire et que vous pouvez la refiler à quelqu'un d'autre, bah, vous le faites. C'est logique. Donc le travail d'équipe au forfait, c'est très très compliqué. Quand on a deux équipes, deux prestataires, l'un pour l'électronique et l'autre pour le logiciel, qui sont censés travailler ensemble, quand c'est au forfait, l'un va aller accuser l'autre. C'est logique. Oui, ben, si tu rajoutais tel composant électronique, ça simplifie la vie. Oui, et ben, si tu peux aussi le faire en code. Et c'est qui arbitre là-dedans? Et c'est qui arbitre alors qu'à la base, les cahiers des charges, ils ont déjà dû être écrits par le client. Donc c'est un petit peu compliqué là-dessus. Pareil pour les tests. Donc les tests au forfait, bah, ce sera le strict minimum parce que des tests, il y a deux soucis avec les tests. Le premier souci, c'est que les tests, il faut les écrire. Ça prend du temps à tester du logiciel. Mais l'autre problème avec les tests, c'est que quand votre test il marche pas, quand votre test il passe pas, et ben il faut mettre à jour votre logiciel. Là encore, ça coûte cher, ça vous prend du temps. Donc, au forfait, on n'est pas encouragé à faire des tests exhaustifs. Moins on voit de tests, moins on fait de tests, moins on a besoin de corriger de bugs, plus on est efficace au forfait. Au forfait, il y a la question du support dans l'avenir. Qu'est-ce qui se passe au niveau du support dans un mois, dans une semaine, un mois, un an? Bah, c'est un peu mitigé parce qu'à la fois au forfait, on s'engage à un résultat. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Si le résultat n'est pas là, on peut le dire. D'un autre côté, si c'est dans le longtemps, si c'est sur des petites choses, sur des petits détails, bah, c'est clair que ça nécessitera un nouveau forfait, ça nécessitera une nouvelle facturation. C'est normal. Euh, S'il y a besoin de faire des modifications du logiciel, c'est un peu plus c'est compliqué aussi. Si au passage, au forfait, selon ce qui a été négocié, j'en ai parlé dans une autre vidéo, selon ce qui a été négocié avec le prestataire, il s'engage sur des résultats, il ne s'engage pas forcément à donner le code source. Autrement dit, vous pouvez être dépendant à l'avenir de ce prestataire-là. Attention à ça aussi. Donc le support au forfait, moyen. Il y a un côté qui est bien parce que il est censé vous supporter au moins pendant un temps, vous êtes sûr que par votre logiciel, il n'y a pas trop de bugs, ça marche à peu près. Autant, dans le temps, moyen. Et il y a la question de la relation commerciale. Au forfait, on passe beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, à définir ce qui doit être fait, combien de temps ça va prendre. Alors ça, c'est dans tous les projets, de toute façon, il faut le faire. Hein. Mais derrière, ça va être de dire, ah bah oui, dans ce cas, je vous fais à tel prix. Ah bah oui, non, mais à ce moment-là, moi j'ai envie que ce soit moins cher, j'ai pas ce budget, donc faut rajouter 3 carottes et faut retirer 2 pommes de terre. Je sais pas. Et là-dessus, cette relation commerciale de discussion par rapport au prix, à tout ça, en fait, ça, c'est par rapport aux fonctionnalités, par rapport à ce qu'il faut, enfin, au cahier des charges, elle n'est pas très palpitante. Surtout qu'au final, c'est une discussion qui, au final, se finit souvent par oui, ok, on a négocié moins cher ou non, on ne fait pas appel à vous et vous aurez bossé pour rien. Donc la relation commerciale au forfait, c'est toujours frustrant, c'est toujours long. Moi, je suis pas commercial. Moi, je suis freelance. Je suis chef d'entreprise. Je suis commercial par défaut parce qu'il y a un aspect commercial forcément avec des discussions avec mes clients. Et moi, ce que j'aime faire surtout,
c'est coder, c'est développer, c'est faire des produits, et des produits de qualité, faire des produits qui fonctionnent. C'est ça que j'aime faire. C'est pas discuter sous avec les clients. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être efficace. Bref, c'est assez frustrant. Bien sûr, au forfait, il n'y a aucune agilité. Dès qu'il va y avoir la moindre modification du cahier des charges, bim, retour relation commerciale, ce que je déteste faire, et on rediscute. Ah bah oui, bah ça va prendre autant de temps en plus. Ah bah oui, mais vous avez travaillé bon. Oui, mais ça, c'était quelque chose qui a été signé. Oui, mais si, mais ça. Et bah, toute cette relation commerciale, elle est extrêmement gênante et elle n'est pas du tout adaptée à du travail au forfait. Et bien sûr, il y a la question du coût final. Le coût, quand on fait appel à quelqu'un au forfait, et ben le coût, tous ces problèmes-là se répercutent forcément dans le coût. Et pire encore, comme le freelance ou le bureau d'études, il a l'habitude qu'il y ait des problèmes en plus, il se dit, ah bah moi ça va me coûter autant de jours que d'habitude je facture à ce prix-là. Bon, je vais prendre 50% je vais proposer un devis 50% plus cher. Comme ça laisse une petite marge de négociation. Et en plus de ça, bon, ça fera un petit bénéfice au final. Et au moindre pépin, de toute façon, on retourne voir le client en disant, eh, il y a un pépin, faut changer de devis, il faut mettre à jour et il faut que ça avance. Donc en fait, les coûts au forfait sont des coûts qui sont beaucoup plus, ils semblent maîtrisés alors qu'ils ne le sont pas. Cette visibilité du forfait, elle est un peu insidieuse. En fait, on n'a pas tellement de bonne vision au forfait. Et, euh, et au final, ça coûte aussi plus cher. La visibilité par rapport au coût, oui, vous voyez combien ça vous coûte, mais vous voyez que ça vous coûte cher. Donc voilà, le forfait, pour moi, c'est quelque chose de... Enfin, je veux dire, c'est indispensable, forcément, il y a plein d'entreprises, elles ne pourront pas faire autrement à cause de cette question de visibilité que du forfait. Mais ça a tellement d'inconvénients, alors que de travailler au temps passé. Si simplement dans votre contrat, vous dites, ah ben, on va travailler autant de temps. On se fait un contrat, on se dit, bah, on passe une base de 2 mois, et puis après, on voit ce que ça donne. Euh, L'idée là-dessus, c'est simplement que tant qu'il y a du besoin, on travaille, on, on- et quand il n'y a plus de besoin, ben, on arrête de travailler et puis on passe à autre chose. En termes de visibilité, c'est un petit peu gênant parce que on n'a pas l'obligation de résultat, on a l'obligation de moyens. Et l'obligation de moyens, c'est bah, si ça marche, et ben tant mieux. Si ça marche pas, il faut expliquer pourquoi et il faut essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rigolo, parce qu'en fait, on peut voir ça vraiment en similaire avec le milieu médical. Quand vous allez voir un médecin, il n'a pas l'obligation de vous soigner. Il a l'obligation d'essayer de vous soigner. Et il le fera. Il connaît ses cours, il connaît son métier. Vous le payez de manière forfaitaire pour quelque chose, mais au final, même si vous l'avez payé au forfait pour un résultat, ce résultat vous conviendra ou pas. Bah, c'est un problème de visibilité. Quand vous allez chez le médecin, vous n'avez pas la visibilité de la réponse du médecin. Alors, il fait payer ça au forfait. Il pourrait aussi faire payer ça au temps passé finalement. Euh, mais voilà, ce que c'est intéressant là-dessus, c'est qu'au forfait, vous croyez avoir une visibilité parce que le cahier des charges il est bien défini et parce que tout doit fonctionner. Vous avez le devis qui s'est engagé. Mais si votre produit, vous avez signé un devis avec quelqu'un qui s'est engagé à faire quelque chose qui n'est pas possible de faire, bah ça marchera pas non plus. Ça marchera pas non plus. Le forfait, même si vous embauchez quelqu'un, même si vous faites appel à une entreprise pour faire un produit au forfait, cette entreprise-là fera tout ce qu'elle peut dans ses moyens pour faire le produit et elle peut rater, elle peut ne pas le faire. La différence entre le forfait et le temps passé, c'est qu'à ce moment-là, le forfait, ben, vous dites, ah bah oui, bah, vous m'avez pas fourni ce que vous vouliez, ben, on vous paye pas. Bon, super. Bah, votre visibilité, dans ce cas, elle est financière, elle est clairement pas au niveau du projet. Parce que cette visibilité, parce que les contrats au forfait, s'il y a quelque chose, quelqu'un s'est engagé à le faire et il ne peut pas, bah, vous ne serez pas plus avancé que ça.
Donc voilà, cette question de visibilité, elle est assez gênante. La question de la qualité, quand on est au temps passé, bah, on a beaucoup plus tendance à aller corriger le problème des autres. On a quand les problèmes, quand on voit qu'il y a un bug dans le code, qu'on voit des soucis, bah, on met à jour, on se casse pas la tête, on se dit pas, bah oui, mais ça c'est en dehors du forfait, oui, mais ça va faire des tests en plus ou tout ça. Non, on essaie de faire en sorte que votre projet fonctionne au mieux. On peut passer du temps sur l'architecture pour pouvoir garder une architecture cohérente sur l'ensemble. On peut faire en sorte que le code il soit facile à maintenir, qu'il soit facile à intégrer et s'occuper aussi de l'intégration, de s'occuper de l'intégration du module, de la partie. On peut facilement travailler en équipe. On n'est pas à se dire ah bah oui bah moi je suis payé pour faire juste cette partie-là. Si quelqu'un fait mon boulot, je serai pas moins payé. Non, au contraire, quand on est au temps passé, ben, on a une vision d'équipe, on s'entraide et on est heureux. On a les tests, on va passer du temps à aller faire les tests quand on est au temps passé. On va passer du temps, non pas parce que c'est des tests qui sont inutiles, mais c'est parce que, ben, en fait, il faut les faire et on peut s'offrir ce temps à faire les tests. Là encore, c'est à discuter avec le client. Il y a des clients qui ne voudront pas qu'on fasse beaucoup de tests, il y a des clients qui voudraient qu'on fasse beaucoup plus de tests, on peut être plus ou moins exhaustif, il faut trouver un juste milieu, mais en tout cas, ce sera forcément plus testé quand on est au temps passé. Le support, c'est un peu plus délicat, parce que pour le coup, comme il n'y a pas d'obligation de résultat, ben, si 2 semaines après, on voit qu'il y a un bug, ben, il n'y a pas d'obligation de le corriger. Par contre, on pourra toujours être présent potentiellement et on pourra toujours continuer et facilement retravailler ensemble. Et ça va aussi avec la relation commerciale. C'est-à-dire que la relation commerciale, elle est extrêmement simple. La relation commerciale, c'est ben, on s'engage sur un certain nombre de jours, après quoi on travaille au jour, au mois, enfin voilà, peu importe la manière, mais un jour travaillé égale un jour payé. Pour le support, il y a un problème, ben on rajoute un jour à travailler, on le paye au même prix, et puis il n'y a pas de souci. Au niveau de l'agilité, c'est génial. Dès que votre produit, dès que votre cahier des charges il change un petit peu, vous vous dites, ah, il faudrait peut-être faire ça autrement, en fait, on voudrait partir dans cette autre direction-là. Alors c'est mieux de voir ça dès le départ, comme dans le spatial. Le spatial, il sait parfaitement dans quelle direction il va. Mais quand on est sur un produit commercial grand public, on essaie de développer rapidement, on peut avoir très rapidement envie de rajouter une fonctionnalité, on peut très vite avoir envie de changer un comportement. Et ben, quand on travaille au temps passé, on est extrêmement agile. On ne va pas renégocier le contrat parce que vous avez changé votre produit. Au forfait, si. Et en termes de coût, comme on est au temps passé, et ben c'est simple, vous n'allez pas payer pour du travail qui n'a pas été effectué. Vous ne payez que pour le travail qui est réellement et vraiment effectué. Donc voilà. Il y a aussi une autre chose, je ne l'ai pas marqué dans cette liste-là, mais c'est aussi que ça, c'est quelque chose de plus personnel. Quand on travaille, en fait, on travaille, quand on a un cahier des charges et qu'on est au forfait, eh ben, c'est assez simple. On a notre objectif, on a un temps donné pour le faire, on a tendance à le faire un peu au plus vite. Comme ça, une fois que c'est fait, c'est validé, on passe à autre chose. Et ça veut dire aussi qu'on ne se contraint pas forcément à des horaires particuliers de travail. Ça veut dire qu'on peut travailler depuis tôt le matin à très tard le soir. Ça veut dire qu'on peut aussi, comme ça, travailler dans des mauvaises conditions personnelles. Alors quand on a une vie familiale, ça peut être gênant. Et ça peut être aussi euh, gênant pour le client finalement. Parce que quand on choisit ses horaires déjà, ben, des fois le client il a envie de discuter, ben, on n'est pas forcément présent puisqu'on choisit ses horaires réellement. Et en plus de ça, ben, si on travaille alors qu'on a mal dormi, et ben, on peut aussi faire du moins bon travail. Alors que si on travaille au temps passé, on code, on travaille normalement, je vais dire tranquillement, c'est-à-dire à 7 heures, à 7-8 heures de travail par jour, pas moins, pas plus, et, et comme ça on a un travail qui est régulier et qui s'inscrit mieux aussi
pour notamment des profils comme le mien, qui sont des profils assez expérimentés, mais un peu plus âgés, notamment avec une vie familiale. Donc voilà, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie du tout de travailler au forfait. Ça m'ennuie royalement. Ça fait des discussions commerciales à rallonge, ça m'ennuie. Moi, aujourd'hui, j'ai simplement envie de travailler au temps passé, et ce, pour pouvoir faire des développements de meilleure qualité, soit en méthode agile, soit en méthode cycle en V, peu importe, sachant que au temps passé, on peut avoir le meilleur de l'un, le meilleur de l'autre ou le meilleur des deux, alors qu'au forfait, le client a toujours le pire. Voilà, il faut savoir que j'ai travaillé, je suis freelance, donc je fais de l'électronique, du système embarqué. Je suis freelance maintenant depuis presque 10 ans. J'ai fait mes propres projets, donc, enfin j'ai fait des projets que j'ai gérés intégralement pour des clients. J'ai aussi fait énormément de reprises de projets, de d'autres, de reprises de projets depuis d'autres freelances ou d'autres bureaux d'études. Il y a énormément, quand on voit des reprises, il y a énormément de choses où les choses sont très mal faites. Alors, quand on voit le projet de quelqu'un d'autre, on est toujours à critiquer, et je suis moi-même critiquable, ça c'est clair. Mais il y a énormément de projets qui sont faits à la va-vite en Arduino, sans que le client s'en rende compte, qui sont faits à la va-vite de telle ou telle manière, et qui auront forcément des problèmes, des bugs à un moment donné. Il y a des projets qui ressemblent à des gros patchwork, des gros mélanges de plein de choses différentes qui n'ont rien à faire ensemble, et qui malgré tout, ça fonctionne. Mais voilà, il y a plein de choses qui font assez mal aux yeux. Où ça, pour le coup, ça se voit, c'est des choses qui ont été mal faites à la base, et qui notamment semblent avoir été fait au forfait. On a fait appel à un jeune, à quelqu'un de pas très expérimenté pour pouvoir faire le projet, puis à un autre. Et chacun va rajouter ses erreurs, ses bêtises, les unes à côté des autres. Et quand on vient soi-même se raccrocher à ce type de projet, ça donne très fortement envie de faire pareil. Parce qu'on ne va pas tout corriger. Et on ne peut pas faire quelque chose de propre sur une base qui n'est pas propre. Donc après, on peut aussi proposer de tout corriger, mais ça a un certain coût. On peut faire, il y a plein de méthodes de travail différentes, mais en tout cas, euh, c'est faire du forfait et faire plein de forfaits avec plein d'entreprises différentes, en allant grappiller à gauche à droite, en faisant au moins cher, tout ça. Je trouve que c'est néfaste. C'est néfaste pour les clients, c'est néfaste pour les prestataires, c'est néfaste pour les projets, c'est néfaste pour les clients finaux. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne fais plus que de la facturation au temps passé. Et n'hésitez pas à faire appel à moi, bien entendu. Je serai très heureux de travailler avec vous. Voilà. Une très bonne journée à vous. J'espère que ça vous aura intéressé. Et à bientôt. Au revoir.